nos idées soient présentes. On essaiera que nos idées, notamment humaines, sociales et écologiques, soient présentes lors de ces municipales sur plusieurs communes, sans être présents. J'espère qu'elles seront présentes. On voit très bien qu'au niveau du national, comme Valérie Gomez-Vassac l'a dit tout à l'heure, Rugy n'est plus là. Il a essayé d'apporter une aide à ce collectif pour qu'il puisse réussir. Je ne sais pas ce qui va en être avec Elisabeth Borne, qui d'ailleurs a un ministère beaucoup moins confortable, parce qu'elle doit s'occuper aussi du transport et elle n'est plus ministre d'État. J'espère que cette action aboutira pour que nos réservoirs, le réservoir dont mon beau-père a travaillé pendant 30 ans, à creuser cette nuit, comme mon père aussi a pu travailler, mais il était gueuloir, puisse servir à conserver une grosse majorité de l'eau de la Provence. Merci. Bon, moi je vais faire un point très rapide sur 2-3 actions qui ont été citées par Jonathan Daval au début, c'est-à-dire que dans le cadre de la démarche du collectif qui cherche à maximiser, je dirais, la connaissance de ce sujet à travers la population et les élus, donc on a contribué à l'article du Canard enchaîné, c'est-à-dire qu'on a donné les éléments techniques et puis juridiques aussi au Canard enchaîné pour qu'il puisse écrire son article. On a donné un certain nombre d'éléments qui étaient relatifs, bon c'est du passé, mais ça méritait quand même d'être souligné, relatifs donc aux anomalies qui ont pu se passer dans tout ce dossier. L'article ne l'a pas vraiment repris, il a repris uniquement les éléments techniques sur les problèmes de pollution, sur le problème de l'eau en général. Le deuxième contact qu'on a eu, c'est Transparency International qui a été sollicité aussi par Jonathan, qui n'a pas trouvé, je dirais, dans le dossier de points sur lesquels il travaille plus particulièrement, qui sont plutôt les conflits d'intérêts, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de choses vraiment nouvelles. Le troisième élément sur lequel on a un petit peu contribué, c'est un petit peu l'exploitation des données des forages. Enfin, ce n'était pas des forages, c'était des carottages qui avaient été faits. Et qui, en fait, lorsqu'on analyse, ne font que confirmer ce qui a été dit de façon chiffrée, qu'il y a, bon, il n'y a pas vraiment de l'eau qui soit en surface, mais il y a bien un problème de hauteur de carrière exploitable. C'est-à-dire que quand le carrier prétend qu'il protège l'eau avec un talon de 50 mètres, c'est totalement stupide parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il enlève 15 mètres de cailloux. Donc ça prouve que le dossier est bien bâti sur des mensonges de la part du carrier. Et ça pose un problème, il me semble, de validité, parce que si on veut démolir le rapport en TA, il y a des éléments techniques absolument évidents qui peuvent être mis en œuvre. Donc, ce que je note aussi, c'est que bon, l'assistance est à peu près 2 fois plus grande que celle qu'on avait eue lors des premières réunions, qui datent quand même des années 2007-2008. Où on était à l'époque bien seul, donc je remercie effectivement tous les membres des collectifs et de ceux qui viennent maintenant nous soutenir. On était bien seul avec la commune de Mazog au début et Dieu merci, maintenant je crois que la population devient consciente et au niveau politique, cela devrait pouvoir porter son effet, avoir un effet. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je ne sais pas, l'association de M. Durand, soyons clairs, nous luttons depuis 2007 du côté de la commune de Mazog avec la Confédération Environnement Méditerranée, le Centre interdisciplinaire de recherche karstique appliquée et le Club spéléologique méditerranéen. On remonte d'ailleurs à l'équipe Noah, Michel, Eric, Guillaume, Clément, etc. d'une journée de travail au fond des mines aujourd'hui pour encore avancer sur nos données et pour nous permettre de combattre le carrier. Alors, il est clair
nous sommes allés, il y a 2 jours, nous étions à Paris, nous avons rencontré nos avocats, Madame Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, et nous allons continuer les procédures à l'encontre, non pas peut-être du Carrier, mais des services de l'État, sur des anomalies de leur dossier, pour ne pas dire autre chose. Parce que le problème, les ministres changent, mais comme avait écrit Madame Corinne Lepage lorsqu'elle était ministre, on ne peut rien faire, Madame le ministre. Il y a toujours les mêmes fonctionnaires en place. Et c'est eux qui sont à l'origine des problèmes de cette carrière. S'il n'y avait pas eu certains fonctionnaires, et je ne vais pas les citer parce que nos avocats vont s'en occuper spécialement, il n'y aurait pas eu ce problématique de carrière là-dessus. Soyons clairs. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné des dysfonctionnements des services de l'État. Et je pèse mes mots pour dire des dysfonctionnements. Ce n'est pas les ministres. Les ministres font leur boulot. Madame le député a interpellé, et ça je suis témoin, M. Hulot, et qui a dit « Ah, mais mes services ne m'ont pas tenu au courant, je n'ai pas le dossier ». Elle l'a interpellé de manière assez virulente pour un député. C'est quand même du poids, un député. J'ai vu M. De Rugy, entre 4 yeux, dans une réunion interne. M. De Rugy, il me dit « Je ne suis pas au courant de ce dossier. Le dossier ne m'a jamais été transmis par mes services. » Et ça, c'est inadmissible. Ça prouve qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'État. Et qu'on soit député ou simple citoyen, c'est inadmissible. Et le pauvre M. De Rugy, c'est pas parce qu'il avait mangé quelques moments ou quoi, c'était un gars qui a voulu, qui, d'une part, il était habitant, son épouse est d'origine de Toulon, et c'était quelqu'un qui avait l'air de s'intéresser énormément à ce dossier. Nous avons fait une manifestation à Brégançon. On a été assez bien reçus par le service du président parce qu'ils ont compris que nous n'étions pas des agitateurs publics. Ça est remonté, c'est en train de remonter dans les services, mais on va encore se heurter au même système. C'est un système. Je te donne une autorisation, à contrepartie, je te rendrai un service pour que tu sois à un autre poste. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été publié dans Le Point, ça a été publié dans Le Monde. Ça, il faut s'en rendre compte. Dans quel système on vit au niveau de ces fonctionnaires de l'environnement. Ça, c'est clair. Et là-dessus, aussi, nous avons continué nos actions, nous allons attaquer certains dossiers de l'État qui comportent des anomalies, et nos actions sous terre nous ont permis de trouver des zones qui sont sous la carrière, qui ne sont pas effondrées, contrairement à ce qui est marqué dans le dossier, et qui en plus recèlent des chiroptères, 5 espèces, dont une nouvelle, et qui sont toutes inscrites sur la liste rouge européenne. Donc, on ne doit pas les détruire, on ne doit pas toucher à leur habitat, et lorsqu'on envoie ces dossiers, où ils se perdent, ou alors les gens ne savent pas les lire dans les ministères. C'est ça le problème. Et maintenant aussi, il faut que nos élus prennent en compte que si on veut aboutir, il faut aussi pomper l'eau pour montrer que la réserve, elle est utile. Il faut montrer, je l'ai montré l'autre fois lors de la dernière réunion, ça ne revient que 2 000 € par commune. Pourquoi? Parce que certains ont dit c'est pas vrai. Si, parce que la moitié ça tourne, le pompage tourne autour de 80 000 € par an, ce qui est une somme ridicule au niveau des métropoles, que ce soit les métropoles de Toulon ou de la Provence-Verte. Mais en plus, compte tenu que ça sert pour le barrage de Carcès, Veolia, qui est concessionnaire du barrage de Carcès, et c'est normal, accepterait de payer largement la moitié. S'il n'y a plus que 40 000 €, compte tenu que nous alimentons non seulement le Carami, donc les communes riveraines, mais aussi
toutes les communes du littoral, c'est-à-dire depuis le Lavandou, le fort de Brégançon y compris, c'est ce qu'on a fait remarquer, jusqu'à la Seine, ben, comptez, ça fait 2 000 € par commune. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut arrêter cette action au niveau des services de l'État? Il faut prouver que cette réserve est utile. Et nous en avons besoin. Le BRGM a montré que simplement sur la Provence verte, ça rapportait 9 millions d'euros pour la Provence verte. Nous, on a fait nos calculs, ça rapporte pour l'agglomération, enfin, TPM et toutes les communes littorales, 16 millions d'euros. Donc là-dessus, c'est de l'argent. Comparez l'argent que va rapporter une carrière Epsilon. Quand on a des millions d'euros comme ça pour des collectivités, il est important de les protéger. Voilà. En clair, on continue les actions. Maintenant, il faut que les élus prennent en compte qu'il faut lancer les pompages dans cette réserve pour montrer aux services de l'État que la réserve est utile et nécessaire. Voilà. Merci. Bon, le moment que vous attendez tous, on va vous parler de chauve-souris, et puis après, je passerai la parole au suite, on prendra peut-être quelques questions pour établir des échanges après mon tour de table. Et vous aussi, que j'ai oublié, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des petites demoiselles de la nuit qu'il faut absolument protéger. Donc, il faut savoir que les chauves-souris sont tout autour de nous. Okay. Donc, les chauves-souris sont les seuls mammifères volants que l'on rencontre partout autour de nous. Il y a 35 espèces en France, réparties en 4 familles. Et elles sont toutes protégées, donc plusieurs d'entre nous en ont déjà parlé. Donc protection nationale au niveau de Convention de Berne, Convention de Bonn, et au niveau européen grâce à la directive Habitat Faune Flore. Et au niveau national, il y a un plan national d'action sur les chiroptères qui aide à la prise de décision et aux actions pour les conserver. Et ce plan d'action est décliné au niveau régional. Donc certaines espèces bénéficient d'une protection supplémentaire. Donc pour vous parler des chauves-souris, je suis obligée de vous parler de leur cycle de vie sur une année. Donc nos petites chauves-souris, l'hiver, elles dorment. Donc en novembre, elles vont rentrer en hibernation jusqu'au mois de février. Donc certaines espèces sont cavernicoles et donc vont exclusivement hiberner dans des cavités, que ce soit des cavités naturelles, donc des grottes, des gouffres, ou des cavités artificielles, des anciennes mines, des anciennes carrières. Ensuite, au printemps, elles vont tout doucement se réveiller pour entamer un transit vers leur gîte de reproduction, ou plutôt leur gîte de mise bas. Il faut savoir que les chauves-souris se regroupent en colonies. Donc les femelles vont se regrouper ensemble pour mettre bas et élever leurs petits. Donc ça c'est du mois de mai au mois de septembre. Et quand les jeunes sont volants, elles vont débuter leur transit automnal pour retourner vers les gîtes d'hibernation. Donc durant cette phase de transit automnal, elles vont essayer de chercher à manger le plus possible pour engranger de la graisse, pour à peu près augmenter de 30% leur poids. Donc et maintenant Amazog. Où est-ce que se situe ce gîte? Donc là, cette carte vous montre la plupart des gîtes majeurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et celle de Mazog se situe, donc c'est un gîte d'importance régionale, notamment pour l'hibernation des chauves-souris et le transit.
Donc, au niveau des mines de Mazogue, donc je vais vous citer que quelques espèces parce que notamment il y a des études plus récentes actuelles, donc peut-être qu'il y a d'autres espèces qui se rajoutent. Mais au niveau en hibernation, le gîte est très important pour au moins 6 d'entre elles, notamment pour le petit rhinolophe où il peut y avoir jusqu'à 40 individus, pour le grand rhinolophe où il peut y avoir 20 individus. Ensuite, pour les grands murins, qui s'appellent petits grands murins, et il peut y avoir également le murin oreiller chancré, le murin d'Aubenton et le murin cryptique. Au niveau des transits maintenant, le minioptère de Schreiber occupe ces mines. Donc, il faut savoir que le minioptère, lui, est strictement cavernicole. C'est-à-dire qu'il a absolument besoin de toutes ses qualités, avec une répartition méditerranéenne, et il est dépendant de tout un réseau de gîtes. Parce que cette espèce, quand elle va entamer on va pas dire une migration, mais plutôt une transhumance entre les gîtes d'hiver et les gîtes de mise-bas, elle va utiliser tout un réseau de gîtes. Donc peut-être que chaque nuit, elle va pouvoir se déplacer. Donc tous les gîtes sont très importants. Donc il y a aussi également toutes les autres espèces présentes que je vous ai montrées tout à l'heure qui sont également présentes en transit. Et aussi récemment il y a eu un contact d'un rhinolophe euréal, donc contact à l'aide d'un détecteur au sein des mines. Et cette espèce est aussi très rare. Donc bien entendu, l'implantation de cette carrière serait dramatique pour les chauves-souris, notamment avec la possible destruction d'un gîte majeur, et nous avons tous la responsabilité face à ce gîte. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reprends juste un micro, j'espère pas trop longtemps, juste pour aller dans le sens de ce que disait M. Durand par rapport aux fonctionnaires, mais en atténuant quand même. Tous les fonctionnaires de l'État ne sont pas des fonctionnaires, on a bien compris, sous-entendu, corrompus. Bon, j'en atteste par le fait que nous avons aussi été aidés par des fonctionnaires de l'État. Et notamment sur les cartes d'aléas, c'est bien parce que nous avons réussi, enfin, je ne passe des détails comme ça, à accéder à une fonctionnaire d'État d'un certain niveau qui s'est rendu compte que, effectivement, comme disait M. Durand, les services, ces services, bloquaient les choses. Et je me rappelle la phrase qu'elle a dite textuellement à M. Lavigone. M. Lavigone, dès lors qu'on ne rentre pas dans le champ politique, je m'engage à ce que ces cartes d'aléas, qui existaient déjà depuis 2 ans, qui n'étaient toujours pas communiquées à la commune, vous soient communiquées avant la fin de l'année. On était en août, on les a eues en novembre. Malheureusement, ces cartes n'étaient pas assorties du portail connaissance, donc elles n'étaient pas opposables au diable, etc. Il faut savoir que nous, on les a utilisées dans une réunion de comité de suivi de site Titanobel, où là, le sous-préfet de l'époque, M. Liédou, Louis XIV, a fait des bons comme ça, et m'a menacé à la sortie en nous disant, vous faites un mauvais calcul que de vous mettre l'administration à dos. Résultat des courses, 700 000 € de dotation pour la nouvelle école. Voilà. Alors, M. Lavigogne a essayé de récupérer tout ça, on en a récupéré 450 000. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a des frais, etc. Mais par contre, il y a aussi des gens qui nous aident. Et c'est bien pour ça qu'on espère pouvoir tomber. Alors, grâce à Mme Bassac, à un moment donné, on est allé et on avait trouvé des gens qui allaient nous aider. Je pense que, effectivement, Denis Voisin ou M. Jourjon avaient vraiment la volonté de nous aider et de nous appuyer. Mais ils s'en vont. Voilà, c'est ça le problème. Bon. Donc il faut qu'on trouve les bonnes personnes, les bons fonctionnaires. Alors il faut savoir que la personne qui nous avait aidé pour avoir les cartes d'aléas, maintenant elle est dans un placard. Bon, c'est aussi ça, quoi. Hein. Mais ne disons pas que c'est tous les services de l'État, c'est pas les services de l'État. Le problème c'est que l'État ne déjuge pas l'État, un préfet qui arrive derrière notre préfet, il prend le bâton, et ma foi, il en fait ce qu'il peut, mais de toute façon, l'État ne déjuge pas l'État. Sauf si on arrive à trouver des éléments. Alors peut-être que Madame la juriste va nous aider à mieux y voir que ça, parce que je ne suis pas un spécialiste du droit. Hein.
Mais à force, au bout de 11 ans, on commence à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et c'est bien sur ça qu'on va essayer de s'appuyer. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Nina, je suis une juriste un tout petit peu particulière par rapport à celle que vous avez l'habitude de rencontrer et en même temps une militante activiste sur le terrain. Donc par expérience j'ai pu rencontrer déjà de nombreuses personnes comme vous, de nombreux villages, de nombreux maires ou députés qui se battaient contre des projets écocides sur notre territoire. Et je vais essayer donc de revenir un peu sur certaines choses très bien que j'ai entendues, donc sur ce qui avait été mis en place par les différents intervenants, et essayer de vous faire aussi une petite conclusion en fait par rapport à toutes les luttes qui existent sur le territoire, exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut être peut-être envisagé, et aussi toutes les idées ingénieuses que différentes personnes sur le territoire ont pu mener à un moment donné pour essayer de faire connaître justement leur lutte et les projets écocides qui s'y passent. Dans un premier temps, moi j'aimerais revenir sur les termes, on dit toujours qu'on défend donc l'eau, on défend donc les chauves-souris, quelques espèces qui sont donc en danger, enfin menacées. Mais la première chose qu'on défend en fait, c'est pas la nature, c'est nous sommes la nature qui se défend. Ça c'est un texte qui apparaît en ce moment sur les réseaux sociaux et c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est nos propres survies et la survie de nos enfants en fait qu'on est en train de défendre actuellement. Lorsqu'on va regarder nos luttes, on va les regarder vraiment en regardant que nos pieds. Maintenant on est dans un contexte qui est beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où à un moment donné les scientifiques nous disent qu'on arrive à l'ère de l'extinction, donc c'est quand même des termes qui sont assez forts, irréversibilité. Qu'au niveau de l'eau, on a déjà commencé à puiser dans des nappes qui ne se renouvelleront pas. C'est-à-dire que le niveau ne reviendra jamais même par rapport au cycle de l'eau qu'on vous a expliqué. C'est des choses qui ont mis 500 milliards d'années à arriver. Donc on est en train de puiser dans toutes nos ressources. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, on regarde nos luttes à notre niveau, mais il y a aussi un contexte global. C'est qu'on s'est toujours dit que les richesses étaient détenues par une petite poignée de gens dans le monde. Nous sommes ces gens-là. Il faut le savoir. Aujourd'hui, nous avons quand même la chance d'avoir accès à tout ce qui est possible au niveau confort, hygiène, santé, alimentaire, même si ce n'est pas forcément la meilleure chose que l'on trouve avec les industries. Mais nous sommes partie de ce monde-là. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à Internet et les écrans, l'autre partie du monde aussi, qui n'était pas privilégiée, s'est mise à se réveiller aujourd'hui de sa part, ce qui est totalement normal. Sauf que notre planète aujourd'hui, pour des gens qui vivent comme nous, il en faut déjà 2,8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous mangeons 2,8 planètes si on voulait faire vivre tous les êtres humains comme nous vivons actuellement. Donc, au niveau des responsables, on a déjà une responsabilité personnelle, essayer d'évoluer maintenant dans nos mentalités, dans nos modes de consommation. Et en ce qui concerne après tout ce qui est bataille juridique, il faut quand même s'apercevoir au fur et à mesure du temps que malgré qu'on ait des députés et des maires, et croyez-moi qu'on en a vraiment sur le territoire, qui se battent, qui sont investis, qui sont sérieux, on vient en tirer une marchande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ministres, nos députés et des fois même notre président ont tout le pouvoir par rapport au capital et aux banques et tous les gros patrons du CAC 40. Donc aujourd'hui, nous vivons en tir à une marchande et c'est quasiment eux finalement qui finissent par légiférer toutes nos lois et tout ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, on est légiféré par tout ce qu'on nous dit légal. C'est le droit positif. D'accord ? Nous sommes jugés, enfin tous les tribunaux aujourd'hui nous jugent sur le droit positif. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre droit qui existe, le juste naturel. C'est-à-dire le droit naturel d'être humain, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à la santé, à la propriété, avoir une nourriture saine, à pouvoir respirer. Demain, nous ne voulons pas que nos enfants aillent à l'école avec des masques à gaz. On ne peut pas avoir une eau polluée. Déjà aujourd'hui, nous devons payer notre eau, ce qui n'est pas forcément normal. Par rapport à l'intervention du monsieur tout à l'heure, il nous disait, mais si demain on va se mourir en citerne. Il faut savoir qu'en France, cet été, il y a 4 villages qui se sont abreuvés à la citerne parce qu'à un moment donné, leur accès à l'eau était impossible. Donc ça arrive, c'est déjà concret, c'est déjà sur notre territoire. On n'a pas l'impression parce qu'on peut encore ouvrir notre robinet, on peut encore remplir nos frigos grâce au supermarché, mais on court à la catastrophe. On ne va pas pouvoir continuer à nourrir tous les humains. C'est vrai qu'en mangeant de la viande, c'est compliqué, puisqu'on puise dans toute notre eau. Donc il y a tout un contexte global à revoir. Après, concernant cette lutte, donc concrètement, il y a des termes du coup qu'il faudrait peut-être essayer d'utiliser, c'est-à-dire le droit naturel et pas uniquement poser tout le cadre légal, mais aussi le cadre légitime, parce qu'il y a l'égalité et il y a légitimité. À un moment donné, lorsqu'un État commence à prendre des décisions ou proposer des lois qui deviennent iniques pour le peuple, c'est quand même notre droit, à un moment donné, de nous défendre. Là, il ne s'agit quand même pas
de préceptes qui concernent la vie en société, mais nos survies, c'est-à-dire nos besoins vitaux, des choses qui sont primaires. Dans la pyramide, c'est primaire. Manger, boire et respirer, ce sont des besoins primaires. Donc aujourd'hui, il est important qu'on commence à poser le point sur la table en disant que oui, en effet, nous sommes en démocratie, simplement nos promesses électorales, les promesses électorales par lesquelles on les élit ne sont jamais respectées. Par contre, ils restent en place, ils nous imposent des lois, mais qui finalement ne respectent plus le bien commun. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on trouve des canaux pour qu'à un moment donné, la population puisse s'exprimer, puisse revenir sur certaines lois? À un moment donné, donc, on va utiliser la voie juridique. Il y a certains combats qui ont été menés au niveau judiciaire, sauf que le préfet, depuis 2017, il y a certains préfets de France qui, grâce à Manuel Valls, en fait, ont les pleins pouvoirs. Donc, on gagne un procès juridique, le préfet, le lendemain, repose un arrêté qui annule tout. Et on s'est battu. Et finalement, on doit tout recommencer sur ce nouvel arrêté. Donc, à un moment donné, il y a quelques problèmes. Après, il y a différentes mesures de lutter. Après, quand on voit aussi aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une manifestation à Tours et qu'on n'avait eu que 30 armes. Ça, c'est le problème aussi. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce projet apparemment concerne 800 000 personnes. Comment fait-on pour que ces 800 000 personnes puissent être informées et avoir les informations? Aujourd'hui, on peut tout compter vraiment sur les médias, puisqu'en effet, en général, ils retravaillent l'information, puisque, de manière générale, un média vit grâce à ses annonceurs et non pas grâce à ses lecteurs. Donc, le média en lui-même ne va pas critiquer son annonceur qui permet à son magazine de vivre. Donc on a toujours cette espèce de monopole qui est pris par l'économie et qui va tout contrôler au niveau des décisions, au niveau de l'information, au niveau de ces choses-là. Donc aujourd'hui, il faut commencer à prendre sur soi les différents moyens, et on vous a fait passer un questionnaire en fait sur différentes petites choses déjà qui peuvent être menées, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller pétitionner sur des marchés, est-ce que vous voulez aller parler à des gens lors de manifestations quelconques, de festivals ou autres, pour tenir un point d'accueil et donc diffuser cette information. Est-ce qu'après, au niveau des élus, on ne peut pas envoyer des courriers à toutes les personnes qui sont concernées? Vous avez la possibilité de faire des dialing pour annoter, donc sensibiliser les médias, puisque les médias en fait n'interviendront qu'à un moment donné s'il y a une image sensationnelle. Et ça, c'est notamment sur une autre lutte qu'une députée nous l'avait dit, où elle avait tenté de contacter BFM, mais BFM leur avait clairement dit en fait que ce n'était pas assez sensationnel. Donc on dit si vous n'avez pas de violence, si vous n'avez pas de la casse ou quoi que ce soit, c'est vrai que les médias, il y a tellement de scandales sur le territoire qui vont s'orienter plus sur des choses sensationnelles. Donc un dialing en général c'est visuel, ça plaît et ça permettra de sensibiliser. Vous avez des actions de désobéissance civile pacifique aussi, il y a des formations qui existent et ça on peut vous en mettre en place pour à un moment donné vous mettre devant les machines pour bloquer, ou peut-être aller bloquer des bâtiments industriels, enfin des bâtiments de ces industries, des bâtiments administratifs. Est-ce qu'à un moment donné, ça va être de faire du partage au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que ça va être de déposer des pancartes un peu partout sur les routes, le long du chemin de tous les villages jusque de Guenot à Toulon, pour que les gens puissent à un moment être interpellés? Est-ce qu'on met des banderoles? Est-ce qu'on met des stickers? Est-ce qu'on va au feu rouge, au péage, dans les écoles, dans les supermarchés pour interpeller les gens et sensibiliser et informer sur l'importance et ce qui les concerne? Et aujourd'hui sur lesquels ils ne peuvent pas agir, puisque en général le problème de notre société c'est le manque d'information. Notre peuple n'est pas assez informé des chiffres. On nous propose des chiffres que la science ou le domaine marchand tend à atteindre, mais on ne nous propose jamais des chiffres réels. Donc du coup nos opinions sont toujours truquées. Donc aujourd'hui il faut redonner les vrais éléments à la population pour qu'elle puisse décider et justement vous rejoindre. Et on s'aperçoit vraiment en discutant. Moi j'ai discuté avec une personne qui est dans l'Assemblée, qui a tenté notamment à un moment donné de parler à des gens de Rougier. Les gens de Rougier n'étaient pas informés. Pourtant, ils sont directement impactés. Et nos maires ici, même quand on a essayé à un moment donné de chercher l'espace culturel dans le village du Tour, il y avait des gens qui ne savaient même pas que ça se passait. Alors pourtant, il y a eu des affiches, des choses comme ça, mais finalement, peut-être parler entre voisins, peut-être parler sur les marchés, parler quand vous attendez vos enfants ou vos petits-enfants. Il y a plein de choses à un moment donné au niveau de la communication, déjà où vous-même, vous avez votre travail à faire. Ensuite, je voulais revenir sur différentes petites choses que j'ai entendues. Oui, donc il y avait un des maires, désolé si je n'arrive pas à retenir le nom de chacun, qui avait dit que beaucoup de compétences étaient revenues aux maires. En effet, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a aussi une complexification des moyens de défense et d'information. Et que malgré qu'on donne du pouvoir au maire, à un moment donné, le maire il aura beau tendance à essayer de poser tous les arrêtés ou toutes les décisions qui puissent être mises en place, au final, on va lui mettre un préfet qui va peut-être arrêter, puis après on va lui dire bah non, on va voir le juge, puis après on va voir le ministre, puis
puis après on va voir le député, puis après on va voir le président, puis tout le monde nous dit bah non, c'est pas moi qui ai la compétence. Et donc au final, on n'y arrive jamais. Et le maire en lui-même, même s'il est censé gérer son territoire, ça arrangera au niveau légal à un moment donné qu'il ait certaines responsabilités, mais au final, ils n'ont pas tous les pouvoirs, tout comme le député. Et c'est pour ça que je soutiens celle qui est présente aujourd'hui, puisque c'est vrai que même à leur niveau, ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens. Ensuite, après on avait aspect biodiversité. Oui, donc on a eu énormément aussi de textes de traités environnementaux qui étaient censés protéger la nature, qui aujourd'hui, sur toutes les décisions écocides qui concernent les plus gros marchands et patrons du CAC 40, sont toutes invalidées. C'est-à-dire que tous les traités environnementaux, la charte environnement, ou le protocole de Kyoto, ou le fait à un moment donné d'avoir des espaces Natura 2000, ou toute espèce qui va être protégée, aujourd'hui plus rien n'est tenu en compte à partir du moment où le capital arrive. On va nous dire, oui mais c'est un contexte économique. Là, par exemple, on va nous avancer que voilà, ça va faire travailler 15 personnes supplémentaires grâce à ce projet. Mais le fermier qui ne va pas pouvoir travailler, qui fait du gîte, qui finalement ne pourra pas proposer la zone Natura 2000 à côté. Il y a beaucoup d'emplois en fait qui risquent de s'effondrer et ça aussi, il va falloir commencer à chiffrer. Pareil, on parle toujours de pollueurs-payeurs, mais les vrais payeurs, en fait, ce sont les citoyens qui, à un moment donné, vont devenir malades, vont avoir une eau polluée, une eau qu'on va devoir électionner beaucoup plus cher, voire peut-être même en quantité moindre que les besoins qu'on aura à l'avenir, puisqu'on va avoir une population qui va s'étendre et on accueille de plus en plus de monde sur nos terres. Ensuite, si je viens de dire, toute en place. Et que vous puissiez être contacté donc de manière ciblée et que ça devienne efficient. C'est-à-dire qu'on organise des groupes qui veulent à un moment donné plus s'axer sur tel ou tel moyen de défense et qu'on commence à devenir efficace sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est toutes vos énergies. Il n'y a personne qui viendra vous défendre, c'est vous. Enfin, il y aura vos élus qui vont vous représenter au maximum. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez vous défendre. Aujourd'hui, il faut prendre ce problème puisqu'il sensibilisera autant de gens. Oui, je voudrais être bref quand même parce que je voudrais simplement rappeler à l'assistance qui dit carrière, on ne dit pas que carrière. Une carrière, pour moi, on creuse un trou. Lorsqu'il y a un trou, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est mon ami, je veux dire, Versant, le copain de Michel, c'est André Gueule, président de CIVED. On sait quel combat il mène à l'heure actuelle pour pouvoir mettre les déchets barrois. On ne peut plus les mettre sur la plateforme barroise parce qu'il n'y a plus de place. On est obligé d'aller soit sur les Bouches-du-Rhône et bientôt dans les Roues. Donc, je veux dire, oui, le coup. Donc j'ai peur, moi, après qu'on ait creusé une carrière, qu'on le remplisse, je veux dire, de déchets. Alors là, avec la réserve d'eau, c'est déjà gagné. On a déjà gagné une victoire contre Veolia il y a 12 ans. Je n'ai pas envie de recommencer encore 12 ans de combat pour combattre le lien des chars. Ça, c'était le premier point. Je voudrais revenir sur ce que M. Durand disait, que je remercie de son aide jusqu'à maintenant. C'est vrai que tous les élus, je pense que nous avons un plateau ici d'élus, que ce soit Madame la députée, que ce soit les présidents de PCI, d'établissements publics, que ce soit les maires, que ce soit les représentants associatifs, les collectifs et tout, et surtout le public. Donc le public, je veux dire, il y a tout, le personnel tout politique, il y en a. Je vois parmi l'assistance, je veux dire, un ancien président du conseil départemental, ancien ministre. Donc je veux dire, c'est que, je veux dire, vous êtes un public attentif, et c'est pour ça qu'on compte sur vous. Et moi je compte sur vous. Juste 2 minutes, alors je vais partir, mais je ne suis pas le débat, et donc vous pouvez venir me voir à la permanence quand vous le souhaitez. Mais j'ai envie quand même de réagir. J'ai envie de réagir en tant que prof de droit, en tant qu'avocate et en tant que députée. Je trouve qu'il faut arrêter de mettre les populations les unes contre les autres. Là, moi, je travaille autant avec des maires de droite que de gauche sur une cause commune, et on peut avoir une cause commune et être tous de bonne foi. Il faut arrêter de dire la pression des lobbies. Moi, j'ai reçu, d'ailleurs, monsieur le maire, vous le savez, j'ai reçu l'exploitant, parce qu'il me demande d'être reçu comme tous les citoyens, je le reçois. Il m'a expliqué, par A plus B, que ce qu'il faisait, c'était super. En effet, vous avez tout à fait raison.
Et je lui ai dit, mais je ne vous soutiendrai pas. Donc j'ai choisi de mon camp. Mais je prendrai peut-être un jour une autre décision, peut-être qu'un jour, pas sur ce dossier-là, je vous rassure, monsieur le maire, mais sur un autre thème, je prendrai peut-être un jour, oui, du côté du chef d'entreprise, ou du côté d'une banque, ou du côté... Parce qu'il doit toujours y avoir un intérêt, c'est à nous de peser cet intérêt, de voir à quel moment il faut défendre telle ou telle chose. Là, il faut défendre en effet notre environnement, notre nature, etc. Alors moi, je ne suis pas sur un projet de rébellion et de manifestation, parce que j'en suis recouvert de papier, j'ai refusé de discuter avec les personnes, j'ai réuni les maires qui ont bien voulu venir pour le projet de loi engagement et proximité, où il y a de nouveaux pouvoirs de police conférés aux maires justement pour pouvoir appliquer de façon plus facile les arrêtés. Donc il y a quand même de bonnes choses. Moi, on a tous des pensées différentes, on a des sensibilités politiques différentes, mais je crois qu'il faut quand même commencer par se respecter et essayer de travailler ensemble, surtout quand les personnes, que ce soit les élus, les premiers élus, le premier lien démocratique, la proximité, ce sont les maires, où nous, on fait tous ce qu'on peut, je pense qu'on le fait tous avec notre cœur, et encore une fois, on a tous des sensibilités différentes, et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Donc je m'en vais, mais ce n'est pas parce que je suis le débat, c'est parce que j'ai d'autres obligations. Je vous remercie. Je vous propose d'avoir un petit moment d'échange, si vous avez des questions à poser. J'ai oublié quelqu'un ? Après cette courte intervention, je vous propose quelques échanges de questions-réponses entre la salle et les intervenants de la table ronde. Simplement préciser, je suis pas sûr que tous les fonctionnaires d'État, heureusement, soient des pourris. J'ai été fonctionnaire d'État, mais compte tenu de ma position, je sais comment le dossier a été traité avec les anomalies. Parce que j'ai contacté mes anciens collègues quand même, et ceux qui partaient à la retraite m'ont laissé certains documents. Ça prouve que le dossier a eu des anomalies, mais alors, ce n'est pas des grosses, c'est des énormes anomalies. Et là-dessus, je suis clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, ces énormes anomalies, c'était quoi? Et vous avez parlé de pompage, je n'ai pas très bien compris à quoi servait le pompage. D'une part, un dossier, lorsqu'il est instruit dans les services de l'État, normalement, le dossier suit une procédure, il est étudié, il est complété en fonction de ce que les fonctionnaires demandent, chaque fonctionnaire, ça peut être les fonctionnaires de l'ARS, ça peut être les fonctionnaires de l'ARS, c'est l'ancienne, maintenant c'est le nouveau nom de la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, donc j'étais chef de service. Il y a l'agriculture, il y a l'équipement, chacun en fonction de ses prérogatives et des textes qui lui sont alloués, donne un avis. Là-dessus, le dossier de cette carrière, je le dis et je le maintiens, n'a pas suivi le déroulement normal que doit suivre et que suivent les autres dossiers. Ça veut dire qu'à un moment, ce dossier a reçu un avis favorable au moment où on demandait des compléments d'information, où déjà les fonctionnaires, mes collègues, disaient non, ce dossier n'est pas recevable. Il devait être repoussé. Or, pourquoi? C'était bête. C'est ce que nous allons faire actuellement avec nos associations. Nous allons attaquer l'État parce qu'il y a eu des erreurs, des anomalies, on ne va pas dire défaut, on ne le sait pas. Donc je préfère employer le terme anomalie de parcours, des erreurs qui font que ce dossier a suivi un parcours qui est anormal. Et si France, par avancée internationale, ne peut pas se préoccuper des choses.
Est-ce que il faut, donc, Transparency International s'occupe de points très précis, hein, qui sont les conflits d'intérêts et les détournements de fonds publics. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'administration, il ne parvient pas de. Donc, en fonction de ce qui s'est dit aujourd'hui, on les recontactera pour qu'ils reprécisent leur position. Les positions d'attente, notamment qui liées sur qui concerne le pompage, le pompage, si c'est à un moment donné, le géologue officiel qui était mandaté par la commune de Tours et par, je crois, une autre commune, a bien précisé, aussi il me semble par Mazog, a bien précisé qu'il fallait lancer ces pompages pour protéger cette ressource. Et c'est un des entendus qui a été nommé par le conseil, par la cour administrative d'appel, c'est que cette réserve n'est pas utilisée. Les juges auraient eu une autre optique si, à l'époque, les municipalités précédentes, et c'est pas Mazog qui est en cause, c'est des Avaliers, avaient lancé les pompages. Que ce soit les agglomérations de Toulon, de Tours, etc. Il n'y a pas de correspondance directe. Moi, j'avais compris qu'il y avait correspondance directe entre les anciennes galeries et l'administratif. Il n'y a pas de correspondance directe. Avec la réserve. Avec la réserve. La réserve qui est une réserve maintenant artificielle. Mais quand les tests de pompage ont été faits, ça n'a pas diminué le débit des sources. C'est plus compliqué que l'image qu'on peut en faire. Et rassurez-vous, contrairement au bruit que fait courir le guerrier, j'en ai encore discuté avant-hier avec le directeur de Veolia, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argile, de l'alumine ou de l'aluminium dans cette eau, ou des sulfates, qu'elle est impropre à la consommation. D'une part, arrivé au lac de Garcès, ces teneurs seront largement inférieures à ce qu'il était, et pendant des années, je dis bien des années, l'exploitation des mines, les mines ont rejeté simplement à travers des bassins de décantation. Donc il suffit de lancer les pompages, refaire les bassins de décantation qui sont au niveau de Baume Sud ou de Mazog-Aval et avoir les mêmes eaux dans le Carami, et on aurait en plus un débit important. Ça permettrait du tourisme, de la pêche, de la baignade. Le président de la Chambre d'agriculture est d'accord là-dessus, maintenant c'est une dame, pour que ça permette le renouveau du maraîchage dans la plaine agricole de Brignoles. Tout ça, c'est des facteurs importants. Mais maintenant, il faut lancer les pompages. Voilà. Alors, il faut bien combattre l'idée que cette source, cette réserve d'eau correspondrait à une eau non potable, qui est le seul argument qu'a sorti le Carrier, qui a été interrogé par le journaliste du Canard enchaîné. C'est le seul argument qu'il a sorti. En plus de ce qu'a dit Robert, il faut savoir que la commune de Mazog tire un tiers de son eau potable d'un pompage dans les mines. Donc, comme preuve que ce n'est pas un problème, il n'en a pas vu. Mais aussi bien dans les articles de Darmatin en termes de réponse que sur sa position actuelle, c'est cette eau contient trop de sulfate, donc elle est non potable. C'est totalement faux. Il faut tout à fait diffuser cette information si vous êtes amené à... Alors, il y a de l'eau, il y a de la surverse de la réserve qui coule aujourd'hui en période pluvieuse. Ça coule dans le Carami directement. Hein, et l'été, évidemment, le niveau descend de quelques mètres parce qu'il y a un peu moins d'eau. Quelques mètres, on peut faire le calcul, ça fait moins de 100 millième de la réserve d'eau qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une eau, cette baisse d'eau peut absorber un peu les premières crues. Eric, tu peux mettre la clé et on passe pendant qu'on discute, ça passerait en continu, l'explication du pompage de la réserve.
Et il est clair aussi que, compte tenu que nous sommes une association, et à la demande de nos avocats, parce que ça coûte cher, on va lancer une procédure de don, c'est ça, sur Litchi. Oui, l'idée c'est de lancer sur Litchi une collecte pour pouvoir financer les actions juridiques. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, le carrier joue la finance. Donc on est bien obligé de faire quelque chose. Quelle est la puissance d'argent derrière le carrier? Quelle est la puissance d'argent derrière? Apparemment, ça serait une banque, c'est ça? Oui, derrière, il y a Titan Nouvelle. Province Granulat, c'est un carrier qui a l'air d'avoir des problèmes un peu partout en France, puisqu'on a été contacté soit par la Martinique, soit par la Guadeloupe, des associations qui s'élèvent contre ces méthodes d'exploitation dans les îles. Comme vous avez reconnu, nous avons demandé des renseignements, on leur a envoyé des renseignements. Il y a d'autres questions préparées, je vous amène à micro. Oui, du coup, ça m'a fait penser justement à une idée que j'avais eue en me renseignant sur Provence Granulat. Apparemment, c'est le groupe de marque qui fait quand même beaucoup d'appels publics au niveau des marchés publics. Donc, c'est à un moment donné un boycott sur toute la région qui va être concernée de toute la réponse d'appel d'offres en fait au niveau des travaux publics pourrait pas être boycotté pour à un moment donné mettre un peu de pression. Et de la même manière, est-ce qu'on peut utiliser tous les précédents qu'il y a en Afrique concernant la pollution à la bauxite, où à un moment donné, elle est plus à prouver qu'elle est dangereuse, qu'elle tue les espèces, et que la preuve est faite et que c'est plus simplement une hypothèse. Tu introduis la fin, ouais. Tu feras mieux que moi, c'est ce que tu veux. Non, donc j'ai dit. Ah, là, il y a une question importante à Bruno. Oui, bonjour. Je reviens, tout à l'heure vous avez dit, c'est vrai que vous étiez tout seul au départ et que vous étiez content que le groupe, on est tous là et on s'agrandit. Je suis aussi content de vous parce que vous aussi, donc tous les élus, vous vous agrandissez aussi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on informe, chaque fois qu'il y a une personne qui prend conscience du dossier, qui commence à regarder un petit peu, on se dit tous, il y a un problème. Il n'y en a qu'un seul qui en profite. Et effectivement, c'est une question de pognon, c'est le carrier. Et il y a des choses bizarres, effectivement. D'apprendre tous les jugements qui ont été discutés par le tribunal de Toulon. Donc c'est un seul type, un seul juge, et le carrier, donc deux types contre au moins 300 personnes comme nous sommes. Donc déjà, la prochaine fois, les prochains tribunaux, je propose que tout le monde, on se présente là-bas, parce qu'un seul juge, c'est un seul type, et nous, quand on lui montre le dossier en complet, ça ne devrait pas passer ce genre de choses. C'est pas normal. Donc, comme on est tous ensemble, je trouve que vous devriez aussi, donc nous, les citoyens et les élus, tous nous concerter, parce que ça fait partie du PNR, ça fait partie des conseils d'agglo et de toutes les assemblées, etc. On devrait pouvoir dire au carrier, on te rachète ton terrain, c'est fini. L'activité de Robert de dire on va utiliser pompage, je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, à partir du moment où on utilise la source, c'est lui qui sera en défaut et qui ne pourra plus, il y aura coactivité. Et donc il y aura d'autres moyens de recours, d'autres moyens de re-attaquer, parce que se mettre en attente pendant 2 ans et dans 2 ans continuer, ce n'est pas une solution. Il faut trouver une solution. Le coup de quand le Garami, il y a une grosse sécheresse, etc., qu'il faut remettre un peu d'eau pour des grenouilles, ça peut être intéressant. C'est à réfléchir, à discuter, etc. Mais voilà, donc je trouve que ça profite à qui? Une seule personne, le propriétaire. Donc toutes les communautés d'agglo, je vous demande de regarder à comment faire pour leur acheter le terrain en leur disant de toute façon, on ne te laissera pas passer. Oui, pour répondre à M. Durand, c'est vrai qu'il y a eu des pompages. Les essais de pompage qui ont été réalisés par le Conseil général en 2006.
2006 et 2007. Donc je veux dire, c'est tout à fait possible. Hein, et c'est vrai que le Carami avait bien vécu à cette époque-là. Et parce que je faisais partie du comité de suivi, il y avait eu un pompage au départ des mines de Mazoc d'1 600 000 m3 d'eau, et à l'arrivée à Carcès, c'est 1,2 million. Hein, je veux dire, il y a eu très peu de pertes, je veux dire, sur la distance entre Mazoc et Carcès. Donc c'est tout à fait réalisable. Après que vous ayez des doutes, je veux dire, sur certaines personnes, nous avons des doutes et nous les avons vécus en direct, notamment avec M. Durand, parce que vous savez, quand on fait partie d'une commission des carrières, et c'est là où je vous rejoins, parce que là, il y avait un collectif, il y avait à peu près 150 personnes devant la sous-préfecture, et la commission des carrières, des sites et des pédages, je l'appelle maintenant, c'est ni plus moins qu'une chambre d'enregistrement. Hein, ça se passe en 10 minutes. Nous, ça s'est passé en 4 heures. Ça s'est passé en 4 heures. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une personne qui a siégé, qui avait travaillé pour le carrier, et qui siégeait en tant que représentant d'une association écologique. Et nous avions demandé en début de séance au sous-préfet M. de Mazière, on peut le nommer, il n'est plus là, de façon à ce que cette personne soit retirée. Il aurait dû avoir aussi cette personne l'intelligence et l'honnêteté de se retirer de lui-même, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que sa suppléante était pour nous. Donc, et vu le résultat, 6 personnes qui étaient pour, 5 contre et 2 abstentions, dont M. le sous-préfet qui a dit je ne prendrai jamais le risque de prendre une décision maintenant et je laisse le soin au préfet de la prendre, ça veut tout dire. Et ensuite, pour terminer, il y a quand même eu sur ce dossier 9 prorogations d'arrêté préfectoral. 9 prorogations, ça correspond à peu près à 4 ans et demi. 4 ans et demi, hein, je vous laisse le soin de regarder qui était préfet hein, et ce qu'il est devenu après. Juste des petites précisions, le terrain n'appartient pas au carrier, il appartient à Titanobel. Et le carrier est vous savez, locataire de Titanobel. Hein. C'est pour éclaircir un peu les choses. Donc si on doit racheter le terrain, ça sera à Titanobel. Bon, enfin. Ensuite, le pompage pour Mazoc, alors je ne sais pas, M. Magarian tient que Mazoc a son eau potable avec un tiers de... Voilà. Nous, c'est ah oui, vous avez dit Mazoc. Voilà, vous avez dit Mazoc. Alors bon, on était un peu surpris parce que nous, comme me le disent crûment certains collègues de Mazoc, oh putain, qu'est-ce que tu te remerdes à ça? C'est pas nous qui la buvons, cette eau. Et effectivement, Mazoc se bat depuis 11 ans pour du bien commun, pas pour l'eau de Mazoc. Hein, c'est pas nous, c'est tout en dessous. Donc, voilà. Et nous avions étudié, parce qu'à un moment donné, on a demandé aux communes d'avoir une sauvegarde, une deuxième possibilité d'alimentation en eau potable, au cas où la première serait polluée. On avait essayé de voir si on pouvait pomper et s'en servir. Je ne vous dis pas le coût financier. Mazoc, c'est quand même que 900 habitants, et il n'y a pas de rentrée d'argent, et vous connaissez les problèmes de dotation de l'État, etc. Donc c'est pas Mazoc qui pourra faire. Par contre, comme dit M. Raymond, Tours est en train de retravailler sur la délimitation, la protection de son aire d'alimentation en eau potable. Et là, on touche à la santé des gens. Et là, on a un vrai outil qui peut bloquer les choses. Ça n'a pas été fait dans le temps. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la commune qui aurait fait ça, notamment Tours, venant gratter sur Mazoc, était obligée d'indemniser notamment Titanobel, la Cassoto, etc. Là aussi, je ne vous dis pas, indemniser, là on l'a dit, hein, que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre aussi, et ce n'était pas envisageable. Désormais, les choses ont changé sur le plan législatif, et c'est pour ça que Tours a repris le dossier pour retravailler et faire... parce que là, si effectivement, l'aide de protection de l'alimentation en eau potable de la population vient sur ce secteur-là, alors là, on a le petit problème. Alors, Nina, parce que pour la parité, hein, il y a peu de femmes, donc elle a droit à 2 minutes de plus. Mais après, on passe à la dernière partie qui était décidée, sur laquelle vous avez dû réfléchir, c'est quelles sont les nouvelles actions qui peuvent être lancées pour renforcer tout ce qui a été déjà fait. Voilà, Nina, 2 minutes alors. Et tu fais la transition. Justement, donc ça permettra peut-être une transition. Est-ce qu'à un moment donné, dans les élus qui sont réunis, vous avez à un moment donné pensé peut-être à faire une constitution d'environnement comme certains maires ont commencé à le faire en France, ce qui solidifierait justement cette action au niveau de tous les projets écocides,
Et une constitution, déjà, c'était un peu plus difficile à attaquer. Et de la manière, peut-être donner la citoyenneté aux Karamis, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le principe même de la carrière, vu que, bon, on trouve les perspectives à Nobel, mais donner une citoyenneté aux Karamis pour qu'à un moment donné, il ait des droits, et notamment le droit d'être protégé, comme ça a été fait au niveau du Gange en Inde. Donc il y a des précédents comme ça aussi à un moment donné qui peuvent être essayés, qui pourraient permettre justement de faire une deuxième bataille juridique, ou un élément qui à un moment donné réglera les choses de manière définitive, dans le sens où le Karami aura des droits. Et ça pourra peut-être donner d'autres idées aussi donc, à d'autres élus en France pour continuer à protéger notre nature. Sinon, après, est-ce que certains d'entre vous seraient prêts à accueillir des militants extérieurs? Ça peut être aussi une idée. Donc, des personnes qui, à un moment donné, ont peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'expérience et d'énergie pour s'investir sur les domaines que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas la possibilité. Est-ce que cette idée peut vous séduire? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il serait possible que vous y réfléchissiez et que vous fassiez remonter à vos élus vos motivations par rapport à ce type de projet? Et ensuite, moi je vais parler des droits naturels. Après, il y a différentes associations qui ont mis aussi en place les formations à la désobéissance civile, c'est des blocages pacifistes, où à un moment donné, vous avez le minimum de risques physiques et juridiques. On a des DAIG aussi avec l'association XR. Alors, un DAIG, vous avez déjà dû en assister de toute façon dans votre vie aux infos. Ce sont des tonnes de personnes en fait qui s'allongent pour, à un moment donné, simuler la mort et donc les impacts d'une loi ou d'un projet sur la population. Et c'est vrai qu'avec tous les maires qui sont réunis là, je pense qu'au niveau visuel et médiatique, il y a un gros coup à faire si tous les villages simultanément se mettent à s'allonger. Ça peut être quand même déjà une belle action pour commencer à promouvoir votre lutte, parce qu'il y a une chose aussi qui est sûre, c'est que tant que l'opinion publique ne se met pas en alerte, au-dessus, ça ne se bougera pas plus. Je passe le suivant. Merci. Oui, pour terminer, pour conclure, mais conclure en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on a déjà mené le combat. Le prochain combat, c'est ce qu'on est en train de préparer avec notre avocate, maître Clémence Monel, c'est-à-dire maintenant on va partir au pénal, on va déposer plainte pour carence fautive de l'État. Bravo. Moi je dis qu'on va déjà se battre avec les outils dont on dispose, contrat rivière, pas mal de choses qui existent déjà, le PNR. Je pense que Michel Roux est bien d'accord avec ça. Il est certain que moi je sens une chose, c'est qu'il y a pour les prochaines années, enfin je ne sais pas dans quel laps de temps, mais dans tous les cas il y a peut-être la guerre de l'eau qui va se déclencher. Donc effectivement après il faudra peut-être appuyer sur le champignon, mais il faut travailler dès maintenant avec nos armes. Voilà. Pas des choses qui sont un petit peu, on va dire, pas très concrètes et puis un peu lointaines encore. On va pas, non, on n'est pas tellement pour se zader, on en parlait avec Michel, voilà. Mais on a des armes, on est confiants, voilà. Michel. Merci Jacques. Oui, effectivement, nous, alors bien sûr, on est les élus et donc du coup, on n'a pas la liberté d'action que peuvent avoir et la réactivité que peuvent avoir des associations. Ça peut déjà des fois être frustrant de votre côté, c'est à savoir que font les élus. Nous, on est dans le temps long, même si on est régulièrement ponctué par des élections. Maintenant, on est dans le temps long. Mais dans ce temps long, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien. Donc, juste pour dire que, pour être concret, le projet de parc naturel régional de la Sainte-Baume date de près de 40 ans. Si ce parc avait été créé il y a longtemps, ou même s'il avait été créé avant 2008, on n'aurait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, la charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume, en l'absence du schéma régional des carrières, s'impose. C'est-à-dire que le plan de parc et la charte du parc a dit qu'il n'y aurait pas de carrière nouvelle sur le territoire de la Sainte-Baume, des espaces naturels remarquables, paysagers, ainsi de suite,
Et il se trouve que c'est le cas de la carrière de Mazog. Le parc aurait existé à ce moment-là, donc on n'aurait pas eu ce truc-là. Ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Alors pour le futur, on parlait tout à l'heure du périmètre de sécurité au niveau de l'approvisionnement de la commune de Tours. Au niveau du parc, on a lancé une étude des masses d'eau stratégiques à l'échelle du parc naturel de la Sainte-Thaume. Et cette étude donnera les résultats en 2020 et ce sera un document administratif qui permettra d'être la compatibilité avec certains documents, notamment les documents d'urbanisme. Et on pourra justement, c'est ce que disait tout à l'heure au niveau de la commune de Tours, ça s'imposera aux communes en disant, ben, parce que là, vous êtes dans un périmètre de protection, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, les élus avancent, hein, on se bat avec nos armes, qui sont des fois, on l'a entendu, hein, on travaille avec des préfets qui changent, des sous-préfets qui changent, on travaille avec une administration, et là je rejoins ce qui a déjà été dit, mais je le dis à nouveau, avec une administration qui est des fois compliquée. Pour autant, pour l'avoir vécu en 2017 quand on a créé le parc, personnellement, on a été aidé à la création du parc par le ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, parce que justement, il savait qu'il y avait un besoin, que le territoire était en attente, et donc on a été aidé. Donc il ne faut pas mettre dans le même bain les élus, les fonctionnaires. Il y a des élus qui travaillent, d'autres un peu moins. Il y a des fonctionnaires qui ont une forte probité, peut-être d'autres moins. Et je crois qu'aujourd'hui, autour de la table, il y a des élus qui sont engagés, motivés et qui s'impliquent pour qu'on défende notre territoire. Tout ce qui a été dit au niveau des chiroptères, on y travaille également. Donc on est vraiment dans l'action, et même si de votre côté, ça vous peut paraître un temps long, parce qu'encore une fois, on n'a pas la réactivité, vous pouvez compter sur nous et on sera là. Merci. Il y a une piste, elle est très simple. Tu dis que le parc, ça fait 40 ans qu'on est réfléchi, et la carrière, on travaille avec des carrières qui existent déjà. La carrière, elle n'y est pas encore, c'est un projet. Donc on parle d'un projet d'un parc, ça fait 40 ans, on parle d'un projet de carrière, ça fait 20 ans. Je ne dis pas que ça ne sait pas, c'est vrai, mais en tout cas, justement, il y a une piste à creuser sur ça, parce que c'est opposable, il y a moyen. Alors je ne voulais pas le dire, mais bon, du coup, je reprends la parole pour répondre. En fait, lorsque nous avons fait, alors je ne vais pas rentrer trop dans le technique, parce que ça va être un peu compliqué et rébarbatif, mais en tout cas, il y a un document qui s'appelle le plan de parc, où on doit spatialiser tous les espaces, qu'ils soient naturels, agricoles, forestiers, paysagers et les carrières. Donc lorsque nous avons mis sur le plan de parc les carrières, à ce moment-là, l'arrêté avait été cassé, et donc nous n'avons pas mis la carrière de Mazog sur le plan de parc. Quand on est arrivé à la vie intermédiaire à Paris, les services de l'État nous ont dit, monsieur, entre-temps, notre arrêté avait été pris, et on nous a implicitement demandé de mettre au plan de parc la carrière de Mazog. Donc acte, on l'a fait, mais quand même, on n'a pas rendu les armes comme ça, et on a mis un pictogramme, un petit truc qui disait, dans la légende, qui disait, cette carrière existera une fois qu'elle sera purgée de tous les recours. Aujourd'hui, elle est purgée de tous les recours, donc nous, on est obligé de se conformer à la loi et acte. Mais si d'aventure, il devait y avoir d'autres recours contre la carrière de Mazog, le simple fait qu'on ait rajouté ce pictogramme en disant une fois purgé de tous les recours, ça peut faire durer encore le truc plus longtemps. Donc, encore une fois, les actions se font. Le pompage de Robert, c'est le mieux. Alors là non plus, je ne voulais pas intervenir, mais moi je viens pas m'arrêter, j'arrête là. Alors oui, probablement, les essais ont été faits et ainsi de suite, donc il y a certainement des capacités en eau, je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, cette étude sur les masses d'eau stratégiques va nous montrer également la fragilité ou la solidité des masses d'eau. Intuitivement, je n'ai pas encore d'études qui le montrent, intuitivement, il suffit de regarder ce qui tombe comme pluie, on va vers des années où la pluviométrie diminue, et donc il faut être prudent. Quand on dit des réserves d'eau stratégiques, ça dit ce que ça dit. C'est des réserves, donc il faut faire attention quand on tape dedans, la capacité à ces réserves à remonter. Donc il faut être prudent, alors qu'il y ait des essais qui ont été faits sur un an ou deux, bon très bien. Après il faut voir sur le temps long ce que ça donne. Pour les réserves, pas simplement une réserve, il y a
une décision. Quand Péchinet a exploité, ils ont trouvé une réserve souterraine, claire, pédagogique. Ils ont trouvé une réserve souterraine qui débitait 380 litres secondes. On a publié les photos, on les a montrées. Donc non seulement il y a la pluie, il y a cette réserve qui arrive. En ce qui concerne le parc, pourquoi c'est parti? À l'époque, mon père était leader sur le parc. Ici, il a été arrêté par deux personnes qui étaient opposées, qui étaient d'un parti opposé. Ils n'ont pas compris que l'intérêt du parc, sinon ils se seraient fait 40 ans dans cette même salle. Témoin, mon père faisait des réunions au parc. Il y a deux personnes politiques qui ont dit autour d'un, vous allez être les Indiens du parc. C'est pour ça. À l'époque, ceux qui étaient en force, c'était les sénateurs. Ah, vous signez ça? Oh, si vous avez le temps ou si vous en avez envie, vous pouvez faire la maison. Je pense que vous pouvez faire remonter, il y a une adresse mail. Ah, bah on peut faire par internet ça? Je pense bien, oui. Ouais, bah, je crois que c'est notre affaire. Attends, chez nous. Je vois pas clair. Jamais, parce que si on prend du mois de mars jusqu'au novembre, c'est ce que faisait le monde. Il n'y aura pas de problème. Il faut lancer, c'est marqué, c'est pas moi, R. Durand qui le dit, c'est marqué par le géologue officiel sous l'âge, sur les périmètres de protection des cours. Bien sûr. On peut parler de l'avenir, hein. Ils sont dans le temps. Moi aussi, je me lance en politique pour les prochaines. On devait parler des propositions, on peut en parler. Oui, j'aimerais que représentant de la commune de Tours, d'abord remercier tous les acteurs de cette table ronde. Il va de soi que je m'associe à tout ce qui a été dit, je partage complètement tout ce qui a été dit par les différents interlocuteurs et je continuerai à combattre tant que je serai dans la commune, même après, même si je ne suis plus élu. Je continuerai de défendre le patrimoine et l'eau. Et j'aimerais citer quelques chiffres. Par exemple, la pluviométrie sur les 15 dernières années à Tours, pour sensibiliser à cette problématique, ce qu'a suggéré un peu Jacques tantôt et aussi Michel. À savoir que sur 15 ans, j'ai un pluviomètre, et donc, en fait, j'ai pu faire les comptes, sur 15 ans, 6 années fortement déficitaires, 2005, 2006, 2007, 2015, 2017 et 2019. Donc là, les stress hydriques sont de plus en plus fréquents et importants. Ça se caractérise bien sûr par des sécheresses et des risques d'incendie, des atteintes à la végétation, et comme disait Michel tantôt, ce n'est que le début. Hein, mais en 15 ans, déjà, on y est. Sur 15 années, 6 années de déficit. Théoriquement, ici en Provence, c'est 750 à 800 mm. Bon, quand je parle d'années déficitaires, c'est moins de 500 mm. Alors cette année, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, cette année, on a battu tous les records. Nous sommes en 2019, au 14 septembre, donc l'année n'est pas finie, mais enfin, bon, on est en droit de s'inquiéter. Nous sommes à 286 mm depuis le 1er janvier, c'est-à-dire rien, quoi. On vit sur les réserves accumulées l'année dernière, parce que l'année dernière, heureusement, on a eu 1200 mm. C'est une année exceptionnelle. Hein. Voilà. Donc, dans un contexte de réchauffement climatique avéré, il n'y a que M. Trump pour le dire, il est difficile d'accepter le risque de voir abîmer la réserve d'eau sur le plateau de Mazog, parce que cette réserve, elle est pour nos enfants, elle est pour le futur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vais parler au nom des Gilets jaunes de la Provence verte, qui ont voulu sensibiliser pratiquement tous les citoyens, toutes les personnes qui nous suivent à travers nos réseaux, Facebook, etc. On a eu des problèmes, justement, des difficultés, comme quoi il y avait beaucoup de courants, comme quoi l'eau n'est pas potable. Du coup, tous ceux qui se trouvent à Toulon et qui sont vraiment concernés par cette eau n'ont pas voulu manifester. C'est dommage parce qu'à un moment donné, on était très nombreux, aujourd'hui beaucoup moins. Notamment lorsqu'on avait fait la manifestation à Mazog,
il y a eu un bruit qui a été émané sans doute des personnes qui soutenaient le carrier, et ça a carrément rapporté, on avait pu être plus nombreux lors de cette manifestation, on était 350. Au niveau des actions, ce qui serait bien, on a vu notamment avec les Gilets jaunes, c'est d'avoir une présence au tribunal, et comme on a pu le faire aujourd'hui avec des citoyens et des élus, si les citoyens et les élus pourraient être là sur le fond qui sera jugé fin décembre pour soutenir cette action, je pense qu'on aura plus de poids. Je ne sais pas où si c'est à Toulon. C'est à Toulon le fond. Il sera jugé où? À Toulon? À Toulon. Et on aura du poids parce que les juges ils sont assez. Font attention à ça. Il y a aussi, on a convergé avec plusieurs groupes. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont en train de changer, notamment ceux de la Provence verte et d'autres. Il y a des groupes qui sont internationaux, comme Extinction et Rebellion, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que je connais très bien, notamment la région PACA, qui eux se battent contre le carré Provence-Granulat. Et je pense qu'ils seront présents sur ces actions. Il y a une question que je me suis posée, et il y a eu la création de postes. Est-ce qu'ils ont créé un poste ou c'est juste une. Voilà. C'était une petite question au niveau. Comment on se va sur le côté social. Je voulais savoir si la société avait créé effectivement des postes. Juste pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, effectivement, c'est Brignoles qui pompe dans la mine de Pédicom pour alimenter en eau potable. Et je rebondis du coup sur le mensonge du carrier à bien porter, puisque du coup, à Toulon, tout le monde croit que c'est un pompe empoisonné, ce qui est totalement faux. Bon, je pense qu'on a pu faire beaucoup de choses. On donne le mot de la fin, M. Lavigogne, pour conclure avec votre micro, bien comme vous voulez. Des questions là? Des questions? Alors, des questions. Je ferai bref, quand même quelques observations et questions rapides. Alors, premièrement, alors, première observation, ce qui fera plaisir à M. Lavigogne et M. Darmusé, c'est que M. le Préfet, dans sa grande bonté, Les questions peuvent être poursuivies autour de la c'est dommage. Je ne veux pas abuser. Je disais, monsieur le Préfet, dans sa grande Par contre, c'est prix libre. Si vous avez de la monnaie, c'est possible, sinon c'est pas grave. Okay. Ça coûte 20 centimes quand on est imprimé. Je peux vous donner ce que vous voulez. Je leur connais pas. Je viens d'arriver sur Mazog. Déclaré, article 3, décidément, article 3 de son arrêté, que les carriers étaient dispensés au même titre de priorité que l'abreuvage des animaux, que le carrier était dispensé du lavage de ces graines, ce qui en termes administratifs s'appelle l'abattement des poussières en carrière. Vraiment, quelle beauté. Alors, ensuite, petite question, monsieur les spécialistes pourront nous répondre rapidement. Où et comment s'approvisionne les carriers en eau? Oui. Poser la question au carrier. Alors, il y a sur le territoire du carrier une réserve en eau qui est en principe destinée à la lutte contre l'incendie. Réserve en eau pour à destination d'État Nobel. Est-ce que cette réserve, pour les usages ordinaires ou extraordinaire, va être partagé avec le carrier. En pratique, le carrier, d'une part, passe sur le site de Céveso pour accéder, faire ses carrottages, et à utiliser les réserves incendie d'eau pour faire ses carrottages. Bon, voilà. Ensuite, question, quel est, monsieur spécialiste, quelle est la charge en explosif d'un tir de mine, grosso modo?
C'est un tir de mine? Oui, c'est un tir de mine. Oui, ça dépend. En carrière ou en mine? Oui. En carrière? Oui, en carrière. Ça peut être une tonne. Voilà, c'est justement ce que je voulais dire. Et alors cet explosif, ce sera l'explosif qui est fourni par Titanobel. C'est ce qu'on appelle le nitrate fuel, c'est un mélange de nitrate d'ammonium 94% et de fuel 6%. En cas de raté de tir, ou passe le nitrate d'ammonium et le fuel. Dans la nappe. Et ça rejoint le caramel. Ensuite, Titanobel dans ses déclarations, et notamment sur les distances de sécurité, Titanobel déclare qu'il a bien 2 dépôts d'explosifs brisants de 30 tonnes chacun, qui sont en igloo, c'est-à-dire en semi-enterrés, qui sont jumeaux, qui sont très voisins, et par ailleurs 100 tonnes de nitrate d'ammonium à titre de matière première pour la fabrication de nitrate fuel. Alors, Titanobel est bien bon, mais dans sa déclaration de risque, il déclare qu'un seul des 2 igloos de 30 tonnes peut exploser simultanément. Alors que les 2 igloos sont absolument jumeaux. Alors j'ai tout de même contrôlé sur les textes officiels. Ils sont distants, ric-rac de la distance autorisée. Comme s'il n'y avait pas la peine de les distancer de 20, 30 ou 50 mètres. Vous connaissez le terrain, on voit sur les photos aériennes. Alors pas de la part de Titanobel, c'est très propre. C'est l'ancien directeur de Titanobel qui est à l'origine de la carrière. Et puis alors, dernière observation, compte tenu de la situation lamentable du caramel depuis des années, c'est un autre problème que je me suis engagé à ne pas soulever aujourd'hui, mais tout le monde qui va mon regard. Compte tenu de la situation du caramel, quels seront les moyens de dilution en cas de pollution accidentelle de la carrière? Quels seront les moyens, d'une part, de dilution, sous-entendu instantané, et d'autre part, de lessivage, c'est-à-dire de rinçage du massif, des sols, une fois terminée la pollution. Une fois que la pollution est dans les cartes, oui, elle est dans les cartes, oui. C'est mieux que tu l'as traité. Il y a des zones qui ont été polluées par des carriers. Moi, je suis occupé de la Fédération française là-dessus. On a été obligé d'abandonner les captages et d'abandonner les zones piscicoles parce que ça n'est pas pour retirer la pêche. Non, il faut savoir aussi que quand le canal de Provence a percé, ils ont rejeté dans une rivière souterraine les hydrocarbures. Eh bien, actuellement, quand on passe, dans les argiles qui sont toujours en place, il y a toujours l'odeur des hydrocarbures. Calculé depuis 15 ans. Ça va faire une cinquantaine d'années, donc la pollution reste. Et alors, dernière observation, je m'excuse, pour le dépôt de stockage de 100 tonnes de nitrate d'ammonium qui sert à Titanobel à sa petite mixture. Bon, le nitrate d'ammonium, il est d'une qualité particulière, c'est-à-dire qu'il est extrêmement pur, extrêmement poreux de façon à faciliter l'intégration, l'absorption du gazole. S'il avait le bonheur de péter, ce serait une chance. Oui. Malheureusement, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment et de la proximité de l'atelier de fabrication, si ce dépôt de nitrate d'ammonium vient à déflagrer, c'est-à-dire à exploser de façon incomplète, ce qu'on appelle la déflagration, je voudrais vous dire que les 100 tonnes de nitrate d'ammonium, qui, comme vous le savez, sont des petits granulés comparables, beaucoup plus purs, mais comparables aux ammonitrates utilisés en agriculture, lorsque ça sera dispersé dans un rayon de disons, 50 à 300 mètres dans la nature, sur le karst, et c'est extrêmement hygroscopique, et bien bonjour pour les récupérer. Alors là, c'est une pollution de la nappe pour 20 ans jusqu'à Toulon. Bon, je vous propose de finir les dernières questions autour d'un pot. Merci à tous, merci à tous les intervenants.